Bonjour à tous et bienvenue dans la Libre Interview. Et aujourd'hui, on va avoir une consultation de Docteur Crypto. Et oui, on va dire l'univers crypto est un peu malade en ce moment. C'est un peu complexe, en tout cas au moment où on fait cette interview. Donc après, on sait que c'est assez fluctuant et que ça peut aller très très vite. Donc on ne sait pas quand la vidéo elle va être publiée, mais là, on est fin mars et en effet, sincèrement, ça pue un peu. C'est quand même pas waouh waouh. Et donc, qui mieux que Docteur Crypto pour finalement nous soigner tout ça et nous donner en tout cas son avis sur le marché crypto, mais pas que, parce que pour vous parler un peu des coulisses, en fait, j'ai découvert Docteur Crypto parce que il s'est abonné à ma chaîne et je me suis dit merde, comment un mec qui a 15 000 abonnés en fait se retrouve sur ma chaîne. Et en effet, il est investisseur également sur Realty et autres. Donc on va parler de tout ça, de parler donc de crypto, de Realty et bien sûr sa chaîne YouTube et aussi un peu l'investissement en général. Voilà, donc merci Docteur Crypto d'accepter mon invitation et du coup de partager ton savoir et surtout nous soigner parce que là c'est un peu complexe en ce moment sur le marché crypto. Bonjour Cédric, merci pour l'invitation. Bonjour également à tous les membres de la communauté Libre comme l'air, tous les fans d'investissement en tout genre. Je suis très content d'être là. Bon, t'as pas mis ta blouse aujourd'hui, mais c'est Non, pas pas de grave, blues aujourd'hui. tu vas quand même nous soigner parce que là, franchement, en tout cas, nous donner le petit remède qu'il faut dans ton ordonnance parce que clairement, c'est le marché crypto est très complexe en ce moment et en tout cas, il faut avoir les nerfs solides. Franchement, voilà, je m'attendais pas à un bull run entre guillemets ou en tout cas une période comme ça aussi complexe, même si le bear market, finalement, on dit que c'était compliqué, mais franchement, le bear market, c'est facile quand on t'achète. Ce qui est compliqué, c'est quand tu dois vendre et autres et ressortir. Et donc, on va parler de tout ça parce que clairement, c'est assez complexe. Mais bon, on va voir tout ça. Déjà, avant de commencer, pourquoi Docteur Crypto? Pourquoi Docteur Crypto? Parce que je me disais à l'époque, quand j'ai commencé à créer du contenu sur Internet, ça remonte à encore plus loin. Docteur Crypto, ça a 4 ans maintenant. Mais avant ça, j'ai créé d'autres chaînes où je parlais de sport, où je parlais un petit peu d'actualité. J'ai même tenté une petite percée dans les jeux vidéo à l'époque. À chaque fois, c'était Docteur quelque chose, en fait, parce que j'avais besoin d'une gimmick, j'avais besoin d'un personnage. Je trouvais que c'était important de, de représenter quelque chose en fait, et ce côté docteur, un petit peu la connaissance, la sagesse, même si bon voilà, je suis encore assez jeune, hein, j'ai la trentaine, mais c'est vrai que à l'époque j'étais encore plus jeune, du coup je me disais bon, ça va me donner un peu de crédibilité parce que je suis en train de bégayer un peu devant la caméra, donc je me dis bon, je vais mettre une blouse, comme ça les gens vont pas se focaliser sur le bégaiement et sur les problèmes de cut sur les vidéos, mais bien sur le côté un peu sagesse, etc. Donc, c'est vrai que tout simplement, Docteur Crypto, c'est arrivé naturellement parce que j'étais déjà docteur autre chose à l'époque. Et en 2021, ça faisait déjà 2 ans que j'étais à fond dans l'écosystème blockchain, que j'avais longuement étudié avant d'investir. Je fais partie des rares animaux qui ont étudié un peu le concept avant de rentrer. Et je m'étais dit, bon, je connais bien tout l'écosystème crypto, Web3 et même blockchain, donc c'est peut-être l'occasion de basculer et de passer à Docteur Crypto. Et aujourd'hui, Docteur Crypto, c'est effectivement ma chaîne principale, même si ce n'est pas celle qui a le plus d'abonnés. En tout cas, c'est celle euh, sur laquelle je prends le plus de plaisir tout simplement à travailler, parce que il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éducation à faire dans la crypto, dans le Web3. On est vraiment sur c'est Au presque de la début. psychologie à ce niveau-là, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de comportements qu'on observe qui se répètent beaucoup, notamment chez les débutants. Et donc, il y a un vrai travail à faire. Et puis, comme tu le sais, il y a le Web3, la crypto, c'est pas que justement la spéculation, etc. Il y a aussi de la tokenisation immobilière. Alors, je pense qu'on aura largement le temps d'en reparler durant ce podcast, cette interview. Mais il y a beaucoup de choses très intéressantes. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est très passionnant de gérer Docteur Crypto presque au quotidien, même si c'est pas vraiment quotidien. Ça marche. Bon, on va parler de ta chaîne, de tes chaînes d'écho Hum, lors de cette interview. Juste avant, alors on a compris, tu as à peu près la trentaine. Après, hum. voilà, tu peux nous dire ce que tu veux autour de ton personnage. Est-ce que tu vis en France ou est-ce que tu peux nous dire plus le sud, nord, est, ouest? Mhm. Enfin, voilà, dis-nous un peu tout Alors, sur qui est Dr. Crypto. j'adore entretenir le mystère. C'est aussi pour ça que j'ai un personnage, pour plein de raisons différentes. Mais c'est vrai que j'aime bien faire la barrière justement entre ma vie privée et la vie entre guillemets sur les réseaux. Effectivement, j'ai dans la trentaine, à peu près le milieu de la trentaine, et je suis actuellement en France, mais plus pour longtemps. Plus pour longtemps. Là, c'est vraiment les dernières semaines en France avant un départ dans le Pacifique. Je vais partir dans le Pacifique, ça je peux le dire. C'est assez imminent, donc j'ai hâte en fait tout simplement d'aller voir d'autres horizons.
Je pars pas spécialement pour des raisons fiscales, etc., parce que j'ai jamais eu de problème à payer mes impôts en France. Mais je pars surtout pour découvrir d'autres endroits, une autre culture, etc. Et j'ai cette envie de voyager justement aujourd'hui, maintenant. Beaucoup de gens le font dans leur vingtaine. Je crois que ça a été ton cas, il me semble. Moi, je le fais dans la trentaine, donc voilà, je suis un peu décalé par rapport aux jeunes baroudeurs, mais l'idée, c'est d'aller faire un peu le tour du monde et de découvrir d'autres choses, en fait, que ce que je connais déjà. Très Voilà pour bien. les infos perso. Ok. Bon, en effet, je l'ai fait dans ma vingtaine et je vais le faire dans ma quarantaine. Voilà. Voilà, ouais, c'est bien. Au moins, voilà, c'est important. Très bien, ok. Et ben, très bien. J'avais pas prévu de parler expatriation. On verra. Je suis pas sûr qu'on ait forcément le temps, mais on aura l'occasion, à mon avis, d'en reparler au pire une autre fois quand tu Avec seras plaisir. déjà là-bas. C'est quoi tes objectifs dans la vie en général? Ah, mes objectifs, c'est une question difficile parce que j'ai souvent essayé de set up des objectifs SMART, etc. Et je me suis souvent rendu compte que c'était très évolutif avec les années qui passent. Euh, je vais être peut-être un peu original, mais mon objectif principal, c'est juste la tranquillité. C'est-à-dire que peu importe le chemin que je vais prendre, j'aimerais à terme, tu vois, à 40, 50, juste être tranquille dans ma vie. Et bien sûr, donc ça passe par des finances qui sont saines et potentiellement une indépendance financière que je n'ai pas encore. Mais c'est vraiment ce côté, la tranquillité, la douceur, justement, moins se poser de questions, moins avoir besoin de fonds qui rentrent, de capital, etc. Juste faciliter la vie, en fait. Je pense que c'est ça mon objectif, entre guillemets, c'est me faciliter la vie à long terme. Un C'est pas peu facile. un côté libre, finalement. Un petit peu, ouais, un petit peu, mais je pense qu'on a tous cette chose en nous, surtout les gens de ta communauté, peut-être plus que de la mienne, où il y a vraiment cette notion de crypto, de gain rapide, etc. Je pense que les gens de ta communauté voient plus sur le long terme, notamment les gens qui sont sur Realty ou d'autres projets comme ça d'investissement. Il y a cette notion de se dire, à un moment donné, ça sera plus simple, on aura moins de problèmes, on aura moins de pression, qu'elle soit justement économique ou professionnelle, etc. Moi, je pense que je suis ancré là-dedans depuis très, 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 très longtemps et que je construis tout autour de moi pour que j'y arrive assez rapidement. Et tu vois, rien que le fait aujourd'hui de pouvoir quitter la France et partir vivre à l'autre bout du monde, pour moi, c'est déjà une première étape, même si bon, je vais continuer de bosser, hein, je vais pas être à la retraite, mais je trouve que c'est déjà très, très intéressant dans cette optique-là de se dire, bon, bah, si on est dans un endroit qui ne nous plaît pas, aujourd'hui, avec le travail à distance, etc., avec l'entrepreneuriat, le business, eh ben, on a déjà l'opportunité de pouvoir quitter ce premier moule et de pouvoir travailler ailleurs, etc. Et pour moi, ça, c'est déjà un grand privilège. Ok, parfait. Ça a été quoi le déclencheur dans ta vie et ton pourquoi? Pourquoi d'un coup tu t'es dit, voilà, je vais me sortir les doigts et en gros, bon, je vais pas faire le schéma Un classique traditionnel. du CDI ou autre, voilà. Bah, c'est un burn-out que j'ai fait quand j'avais 28 ans, en 2019-2020. En plus, ça s'est collé avec le Covid à l'époque. Donc, vraiment, le Covid a suivi le burn-out. Vraiment, c'était un enchaînement. Et j'ai longtemps maudit, entre guillemets, ce burn-out où je me suis dit, bon, bah, tu fais un burn-out à 28 ans, tu vas avoir des séquelles, etc. Tu vas penser plus pareil pendant longtemps. Aujourd'hui, 5 ans plus tard, je trouve que c'est l'une des meilleures choses qui me soit arrivée dans la vie parce que sans ce trop-plein de travail, de dévotion, de salariat, de CDI, de management, etc., parce que c'est ça, le burn-out, on monte, on fait des heures, on prend des responsabilités, puis d'un coup, c'est trop et ça pète. Sans ça, je pense que j'aurais jamais eu la fibre entrepreneuriale, la fibre de l'investissement, la fibre de l'alternative justement à ce côté salariat, CDI. Je pense que ça me serait jamais arrivé et j'aurais jamais fait tout ce que j'ai fait depuis 5 ans, c'est certain. Bon, au moins, voilà, on part d'un événement Mmh. plutôt pas dit négatif et finalement, voilà, tu l'as transformé en tout cas en une force Ouais, c'est et, ça. euh, et donc, ouais, bravo, bravo pour ça. Merci. Et ben, on va rentrer un peu dans ton côté investisseur et savoir à Mmh. peu près dans quelle classe d'actifs tu investis aujourd'hui. Donc, crypto, on l'a compris. Mmh. Alors oui, forcément, pas mal de crypto. J'ai longtemps été 100% crypto, comme la plupart des gens qui vont en crypto en premier, parce que quand on découvre ça, c'est vrai qu'on se dit waouh, c'est incroyable, j'ai loupé ça, j'aurais pu être riche, ça, si j'avais acheté le Bitcoin en 2011, mais bon, personne ne connaissait Bitcoin en 2011. Et donc forcément, on prend beaucoup de risques parce que aussi à l'époque, on est un peu influençable, on regarde des vidéos, etc. On voit justement des gens qui nous disent ah ouais, alors ça c'est super, ça c'est super. C'est le schéma véritablement classique des gens qui investissent en crypto. Je ne sais pas si c'est trop le cas des gens qui sont abonnés à Libre comme l'air, mais pour les gens qui viennent vraiment de la crypto, qui ensuite partent sur de l'investissement plutôt alternatif, plutôt passif, etc., il y a une
philosophie qui est complètement différente. C'est que c'est l'argent rapide, entre guillemets, c'est la volonté de s'en sortir, justement, c'est de se dire, ah, et si c'était moi qui faisais un fois 10, fois 50, fois 100 sur une crypto et qui changeait de vie. Et bien sûr, ça n'arrive jamais. Bien sûr, ça n'arrive jamais. Tout le monde se plante au début en crypto, tous ceux qui rentrent en crypto par ce prisme-là, l'idée de faire de l'argent rapide, etc., tout le monde se plante, à part un coup de chance inespéré. Et je vais te dire, ceux qui ont ce genre de coup de chance et qui gagnent beaucoup, par exemple, sur leur première bull run ou sur leur premier coup, ben, ces gens-là, en fait, sont maudits parce qu'après, ils vont croire qu'ils ont juste à répéter ce schéma. Et ensuite, derrière, ils vont se faire totalement éclater sur le reste de l'avancée d'un bull run ou autre. Donc, c'est un peu le même principe que finalement un peu les jeux de hasard, que ce soit c'est casino absolument ça. ou loto ou tout ça. Hein. Franchement, C'est absolument ça ça. ressemble. Il y a plein de paramètres psychologiques qui rentrent en compte. Tu vois, le FOMO, le FUD, etc. C'est beaucoup plus important que dans d'autres investissements. Et donc, c'est vrai que moi, j'ai fait partie comme ça de cette génération. Alors après, comme je te disais en intro, j'ai beaucoup plus étudié, je pense, que la plupart des gens. C'est-à-dire que je me suis justement intéressé à la blockchain pendant mon burn-out en 2019, là où personne s'y intéressait finalement. J'étais tombé sur une vidéo d'Asher un peu par hasard et j'avais étudié justement un peu la blockchain, et j'avais commencé à investir en mars 2020. Je crois que c'était le 4 mars, un truc comme ça. Je crois que 4 jours plus tard, il y a un immense crack. À l'époque, je crois que le 8, il y a un immense crack, le crack Covid de tous les marchés financiers. Du coup, le jour où vraiment ça commence à paniquer dans le monde entier et on commence à dire lockdown, etc. Donc, je me suis dit, bon, au moins l'apprentissage est violent. Parce que en plus, ça faisait 6 mois que je voyais un peu ça monter, parce qu'entre fin 2019 et début 2020, ça montait, et moi j'étais là en train de regarder, en train de me dire c'est pas le moment, c'est pas le moment. Et le jour où c'était le moment, finalement, ça a craqué. Mais oui, donc grosse exposition aux crypto pendant des années, des gains, des pertes. Vraiment, j'ai fait quelques gains à mon premier bull run du coup en 2021. Mais ensuite, j'ai investi dans des trucs que je pensais que c'était une révolution alors que pas du tout. Typiquement, c'est ce qu'on appelle les play to earn, donc les jeux vidéo blockchain Web3. Pourquoi est-ce que j'ai investi dedans? Parce que ça représente un peu tout ce que j'aime. Moi, j'aime bien tout ce qui est gaming, etc. Donc, je me dis, là, il y a une révolution, il y a moyen de gagner de l'argent, ça va plaire aux gens, ça va intéresser les gens. On tient peut-être quelque chose d'innovant. Et puis, bah, j'ai perdu beaucoup. Tu vois, je me suis ramassé. Donc, en fait, il y a un apprentissage qui se met en place. Tu es là, tu fais des gains parce que tu as appris, etc. Tu te sens un peu, justement, un peu au-dessus de la masse. Tu te dis, oh, c'est mon premier bull run, mais j'ai réussi à tirer quelques gains. Puis ensuite, tu réinvestis, tu te dis, bon, pourquoi pas. Puis en fait, tu t'exploses complètement. Et ensuite, tu apprends encore. Tu rentres en bear market et tu te dis, bon, bah, je vais faire un DCA, BTC, Solana, Ethereum. Et après, c'est pareil, c'est tout un cycle, tu vois, c'est tout un C'est pas mal apprentissage. déjà. Franchement, t'as pas pris les pires. Ouais, non, Comment- non, non, non. Bah, entre mes deux cycles, j'ai une stratégie qui a largement chauvé et qui s'est vraiment dérisquée au maximum, tu vois. Aujourd'hui, il doit me rester 7 cryptos, 7 positions, et il n'y en a aucune qui est un peu exotique. Je pense vraiment, moi, je suis pas mal investi en crypto, mais par contre, je suis sur des actifs qui sont plus ou moins solides. Après, les actifs solides, ça perd aussi 30% en une semaine ou 50% en un mois, comme ça arrivait là récemment, tu vois. Après, le tout, c'est très l'école, oui. Yann Darwin, je sais que tu connais un peu Yann Darwin et que tu es fan de son contenu, mais c'est très aujourd'hui euh, augmentation du capital. C'est très ça ma philosophie, et c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis beaucoup moins sur des actifs à risque et que je suis tout simplement sur un portefeuille hyper équilibré et que je dérisque encore actuellement en partant dans de l'immobilier tokenisé notamment et dans d'autres choses. Ok, très clair. Donc, pas de bourse aujourd'hui. Si, un peu de bourse, Ouais. quelques ETF, S&P 500, très léger pour l'instant. J'y vais petit à petit sur la bourse, quelques actions également. Je suis notamment sur Air Liquide en France que j'aime beaucoup. Quelques actions américaines aussi dans le divertissement, mais c'est très léger. C'est vraiment très très léger. C'est un peu de temps en temps quand j'ai un peu de trésorerie. Voilà, à la fin du mois, je me dis tiens, j'ai un peu de fonds en plus, j'ai rien de prévu en niveau de dépenses. Bah tiens, je vais acheter un peu quelques actions de ci de là, histoire d'alterner un peu, d'avoir autre chose également que de la crypto. Mais globalement, c'est très crypto. Ok. Bon, au fur et à mesure, tu vas sans doute te Ouais, non, dérisquer mais c'est certain. comme tu l'as Ouais, dit. tu Et es les en deux train de le faire. mondes risquent un moment risque un peu de se confondre. Enfin, Oui, il je pense. commence déjà à y avoir des fonds que tu peux acheter en crypto, enfin, Mhm. limite des actions qui sont elles-mêmes tokenisées. Enfin, il commence à y avoir Ouais, quand ouais. même pas mal de choses qui arrivent. Donc, Bah, typiquement, Realty, je pense qu'on va en parler, mais le fait qu'on puisse acheter des tokens avec de la crypto permet justement de se dérisquer et permet justement d'allouer des actifs crypto qui auraient pu rester volatiles sur des choses qui sont beaucoup moins volatiles dans le temps, quoi. mm. Bon, même si Détroit.
est plus Ouais, volatile. Enfin, encore une fois, ouais, écoute, oui, le c'est risque vrai, de rendement est plus volatile que peut-être les propriétaires à Houston bien sûr. ou voilà. Mais OK. Euh, on va parler crypto après Realty et immobilier tokenisé et Hmm. donc ta chaîne. Là, au crypto aujourd'hui, donc tu nous l'as dit un peu, ta stratégie, c'est voilà, tu as fait du DCA pendant le Mhm. bear sur quelques cryptos très ciblés avec des fondamentaux, si je comprends bien, c'est ça? Ouais, c'est ça. OK. Et j'ai vu sur ta chaîne aussi, alors, j'ai pas tout vu, mais notamment, tu parles d'un projet et Mhm. j'ai pas tout compris, pour être Ouais, je honnête. crois savoir de quoi tu C'est parles. Lingo. Alors, qu'est-ce que Lingo? Ah, Lingo, oui. Alors, Lingo, Ça m'intéresse que c'est du RWA quand même, donc ça Lingo, m'intéressait. c'est le seul projet sur lequel je suis rentré en private sale. OK. Donc, il y a 2 ans, c'est pas quelque chose que je fais beaucoup, les ventes privées, etc. Il y a 2 ans, je me suis dit, tiens, je vais faire un pari, ça va être celui-là. Et en fait, Lingo, c'est justement de la tokenisation ça, sur tout ce qui est vacances locatives, etc. C'est un peu le booking.com du Web3. Donc j'aime l'idée, justement, j'aime l'idée de reward. Il y a, il y a toute une communauté aussi qui est assez intéressante autour de Lingo. C'est une équipe qui est assez sérieuse et structurée. Après, bon, je suis pas là pour leur faire de la pub, hein. Moi, je suis juste rentré en tant qu'investisseur. J'ai mis un ticket sur un investisseur privé au début. Mais c'est un projet, oui, sur lequel je pense en tout cas qu'il y a un petit potentiel. Mais je le compte même pas dans mes investissements, parce qu'en fait, quand tu es en investisseur privé comme ça, tu récupères des allocations tous les mois, en fait, parce que ton capital il est bloqué pendant 2 ans, c'est mon cas, pour éviter justement qu'il y ait un immense dump, par exemple au listing, ce qui arrive très fréquemment dans les projets crypto, c'est aussi le fait qu'il y ait comme ça un blocage pendant 2 ans des actifs et une libération comme ça chaque mois pendant 24 mois, ça a aussi été un gage de confiance chez moi. Je me suis dit, bon, bah au moins, Ça lisse, tout le ouais. monde ne va pas récupérer ses fonds au bout d'un an, au bout du listing, et ensuite dumper le cours. Donc ouais, Lingo, c'est un petit projet sur lequel j'ai misé. Voilà, j'investis pas beaucoup en private equity ou dans les startups, etc. Et je me suis dit, bon, bah, pourquoi pas tester juste avec Lingo, mais c'est mon seul investissement de ce type. Pour le coup, sinon, mon portefeuille est vraiment très classique, vraiment Ethereum, Bitcoin, Solana. Bon, un peu chiant, hein, diraient certains, mais c'est OK. Solana, ça a été quand même plutôt pas mal, même si la a baissé, Solana, ça a ouais, été c'est ça. plutôt quand même Ouais, ouais. intéressant. Bon, Lingo, finalement, c'est un peu comme, je sais pas si tu connais Globiz, en fait, il y a aussi une solution. Alors, c'est sur comment Multiverse X, c'est Mm, encore Multiverse X, je crois, mais bon, voilà. Donc mm, j'avais suivi un peu le projet au début, mais ils se veulent aussi un peu le Airbnb mm. blockchain et tout, mais bon, le Ouais, problème c'est qu'ils après, sont pas sur la bonne blockchain et ouais, voilà. ça. Après, aujourd'hui, je trouve que il y a beaucoup, beaucoup de nouveaux projets qui se lancent, peut-être trop, c'est noyé dans la masse. Moi-même, à l'époque, quand j'avais mis un ticket sur Lingo, je croyais peut-être plus fort au projet qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, je me rends bien compte que le marché crypto est tellement large, tellement, il y a du bruit partout, il y a des nouvelles narratives qui se créent toutes les 2 semaines, il y a des modes qui arrivent toutes les 2 semaines, etc. Que finalement, je plains aujourd'hui le gars qui a une centaine de cryptos dans son wallet, qui à un moment donné a cru à tel crypto, qui a mis un billet, je sais pas, 100 $ dessus et qui doit faire de la gestion comme ça au quotidien. Je n'ai pas de conseil d'investissement à donner, mais moi je sais que ma stratégie aujourd'hui elle est simple et claire, c'est tout ce qui est leader de narrative et les cadors tout simplement, Bitcoin notamment, parce que aujourd'hui c'est trop, c'est too much. Je sais que je sais pas si c'est le cas dans ta communauté, s'il y a beaucoup de fans de crypto. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui attendent une alt season, par exemple, ce qui n'est pas mon cas du tout, et je pense qu'elle n'arrivera pas pour plein de raisons, hein. Mais aujourd'hui, on est sur un marché qui a énormément changé. En plus, il y a une institutionnalisation qui est de plus en plus forte. Il y a sans doute de la manipulation de marché quand on voit Trump tweeter tous les dimanches que son même coin est incroyable, alors qu'il a tous ses gosses à table. Bon, je me dis, voilà, à un moment donné, on n'est pas forcément très crédule. Tu Donc, crois qu'il y a on est. Eric Trump qui lui dit papa, là, vas-y, là, j'ai besoin de Ouais, sortir, fais pump un peu le truc. je pense que le token Trump, c'est Baron. Je pense que c'est le fils de C'est marrant. 18 ans qui gère ça et qui justement se dit tiens, bon, bah, est-ce que tu ferais pas un petit tweet juste avant que je mette une position levier x50 sur ta crypto, quoi. Mais après, bon, ça, c'est une supposition. Mais aujourd'hui, ça fait 5 ans que je suis tous les jours dans l'écosystème crypto. J'ai vu des dingueries, j'ai vu des choses folles. Enfin, j'étais là pour FTX, pour Terra Luna, pour tous ces crashs, pour tous ces problèmes qu'il y a. Récemment, on a eu un truc sur Hyperliquid, je sais pas si tu as vu, mais une guerre Ouais, avec Binance potentiel. Bref, et tous les jours, OKX. Ouais. tous les jours, il y a des choses sales, en fait. Et je sais que le marché crypto, c'est un marché qui est sale et qui est vraiment parfois gangréné par plein de trucs. Euh, et c'est aussi pour ça que je sors petit à petit, tu vois, et que je vais sur des marchés plus sains. Parce qu'il y a aussi plein de choses qui commencent à me saouler au niveau de la crypto, c'est certain.
Ok, bon, c'était une de mes questions si tu pensais qu'on allait avoir une alt season. Donc, tu as répondu. Ouais, non, pour moi, on n'aura pas de all Clairement. season. Je pense qu'on aura une deuxième partie de Bull Run. Pour moi, c'est pas Ouais. terminé. Donc, je vois pas sur les indicateurs techniques que c'est fini. Pour moi, c'est pas terminé. Donc, je, je peut-être qu'on aura une deuxième jambe. Je pense quand même que oui. Mais plus Mais sur oui, les grosses absolument. narratifs comme Ouais, tu as dit, c'est absolument. un peu plus institutionnel. Donc aujourd'hui, bah, on s'ouvre, enfin, ils vont plus investir sur un Bitcoin normal, Ethereum, parce qu'il y a déjà les ETF. Et je crois qu'il y a en tout cas, il y a des fonds là qui ont déposé les ETF Solana, Ouais. peut-être XRP et autres, en tout cas Cardano. Bon, Ouais, je sais pas Cardano. Après, c'est triste à dire, mais aujourd'hui, si jamais quelqu'un attend de retrouver la TH sur Multivers X, par exemple, ça n'arrivera sans doute jamais. Tu vois, en termes d'alt season, etc. Il y a tout un tas de paramètres. Il y a certes la dilution du nombre d'altcoins, mais il y a aussi la dilution des tokens. Il y a beaucoup de gens qui regardent pas les tokenomics et qui sont surpris de voir que les tokens restent bloqués à 2 dollars quand le projet était à 500 en 2021, mais parce qu'en fait, tout simplement, il y a une dilution des tokens. Et ça, les gens le savent pas vraiment. Et c'est pour ça, des fois, c'est un peu, je dirais pas c'est fatigant, mais bon, c'est beaucoup de répétition et beaucoup d'apprentissage parce que les gens sont juste pas assez informés, notamment en crypto, quoi. Et beaucoup de gens se disent, ah bah super, la alt season va arriver parce qu'il y a toujours une alt season et mon multiverix que j'ai acheté 200 tout va dollars en comme. 2021 va remonter à 500. Ça n'arrivera pas, je pense. Je suis pas devin, mais je pense que ça n'arrivera pas, tu vois. Non, pas sur celui-là. Non. C'est un des rares que j'avais dans mon portefeuille, je peux Mm. dire. Celui-là, je l'ai abandonné parce que Je voilà, pense je que me c'était une suis bonne dit que chose. c'était. Bon, allez, voilà. Bon, Parfois, j'avais vaut pas mieux jusqu'à savoir couper ses pertes en vérité. Je sais qu'en j'avais pas crypto, jusqu'à 200 quand même, hein. Mais c'est bon, pas facile, mais des fois, couper ses pertes, c'est sain. ouais, non, mais ouais, celui-là, enfin, désolé, hein, je sais qu'il y a Mm. beaucoup sur la communauté Oh, française ça sur tirait des Multiversix, problèmes. mais non, mais celui-là, il est mort et franchement, et je comprends pas ceux qui veulent développer aussi. Bon, on va parler après de l'immobilier Mm. tokenisé, mais il y a des projets en ce moment qui vont se lancer sur Multiversix. Sincèrement, je comprends pas quoi. Enfin, tu peux pas aujourd'hui te lancer dessus. Enfin, Ouais. c'est bon. Ah, c'est parce qu'il y a Ouais. une idée, je pense, sur Multiverix. Il y a une vraie idée de base. Parce que, il y a des choses, hein, quand ils ont fait leur rebranding, quand ils ont passé de leur à Multiverix, il y a tout un tas de choses qui ont été promises. Et c'est vrai que ça donne envie, mais c'est vrai que il y a, c'est qui tout double, tu vois. Je pense que tous les écosystèmes blockchain ne survivront pas, tu vois. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a un retard qui est pris par rapport à Solana, par rapport à Ethereum, même si Ethereum, on a tendance à l'enterrer en ce moment, mais Ethereum, ça reste quand même un mastodonte. Donc c'est pareil, il faut jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais c'est vrai que bon, il y a plein de paramètres à prendre en compte. Et du coup, sur ta chaîne, tu parles quand même souvent des meme coins. Et je voulais savoir du coup comment ne pas se faire avoir sur ce marché qui est, pour le dire, très très spéculatif. Donc voilà, c'est quoi ta méthode entre guillemets pour pas se faire avoir sur des meme coins? Ah, les meme coins, c'est vraiment compliqué. C'est encore plus volatile que le reste du marché crypto et c'est extrêmement compliqué de justement tirer des bénéfices des mêmes coins. Moi, ma stratégie, et j'en parle d'ailleurs sur la chaîne YouTube, effectivement, je documente pas mal. L'année dernière, je m'ennuyais un petit peu et j'ai créé ce qu'on appelle le portefeuille YOLO. Donc, c'est un portefeuille que je documente totalement et je parle justement des mêmes coins que j'achète à tel prix, etc., que je revends. Généralement, je participe aux préventes des projets Memecoin parce que tout simplement, il y a une hype qui se crée pendant la prévente. Alors, bien sûr, il y a un vrai travail de recherche en amont pour savoir quels sont les bons Memecoins parce que des fois, tu as des scams, des fois, tu as des trucs, etc. Et ensuite, ma stratégie, elle est simple, c'est dès que ça monte, dès que ça fait x2, x3 listing, je vends directement. Parce que le truc, c'est qu'il y a plein de gens, justement, qui s'attendent à faire, encore une fois, des fois 10, des fois 15, des fois 50. Je lis des trucs, des fois, c'est aberrant. Moi, c'est de la construction de capital sur le long terme. Et c'est vrai qu'au début, j'avais mis une petite allocation de mon portefeuille sur les mêmes coins. Ça a fonctionné 2-3 fois de suite. J'ai fait justement des fois 2 fois 3, 2-3 fois de suite. Donc le capital a augmenté. Et ensuite, j'ai continué et j'ai documenté ça de plus en plus. Alors après, bien sûr, ça fonctionne que quand on est dans des phases haussières. On en a une l'an dernier en mars 2024, on en a une à la fin de l'année. Là, en ce moment, ça sert à rien de parler de même coin puisque tout est mort en crypto. Enfin, après, tout va repartir très vite si jamais ça repart. Mais en ce moment, c'est vrai que c'est complètement mort, quoi. Et donc ma stratégie, c'est ça, c'est vraiment pas se lier d'amour avec aucune crypto et ne pas hésiter à la vendre de manière impitoyable quand le capital a augmenté, on va dire. Mais c'est pas du tout quelque chose que je conseille aux gens. Et je fais beaucoup de pédagogie par rapport à ça. Justement, ça me permet aussi
en faisant ces vidéos d'expliquer aux gens qu'en fait c'est très dangereux, c'est très volatile et qu'il y a un vrai risque de se planter. Et que justement de casser un peu ce mythe de oh ces mêmes coins vont faire x10 etc. Attention, prenez-en vite etc. Parce que ça on voit ça beaucoup pas trop en France Dieu merci parce que on est régulé et parce que c'est pas trop dans notre culture, mais il suffit de regarder des vidéos US ou n'importe quel type de créateur de contenu sur les mêmes coins ailleurs qu'en France. Vraiment c'est la catastrophe quoi. C'est vraiment acheter vite avant que ce soit trop tard quoi. Et ça faut lutter contre ça, c'est important. Ouais, non, c'est clair. Enfin, il y a beaucoup de créateurs de contenu après. Voilà, je leur jette pas la pierre. Hein, chacun fait comme il veut. Et encore une fois, on le dit, je pense sur ta chaîne, sur la mienne. Enfin, faites vos propres recherches, quoi. Enfin, on n'est pas là pour vous dire ce que vous devez faire. Vous devez faire ce que vous pensez qu'il faut faire pour, encore une fois, vos objectifs. Les objectifs de chacun sont différents. Donc, c'est pas à nous de vous dire ça. Donc, si moi je dis parfois ça, c'est bien, ça n'engage que moi. Après, à vous de faire vos propres choix. Enfin, clairement, pour moi, c'est intéressant, mais peut-être pour vous, c'est pas intéressant. Donc, clairement, moi, c'est juste une petite graine. Et après, c'est à vous de réfléchir aussi pour vous-même, quoi. Ça, c'est important. Donc, oui. Donc, oui, il y en a un effet. Et sincèrement, ils sont pour recevoir beaucoup de messages, que ce soit sur Telegram ou par mail. Voilà, est-ce que tu peux pousser ou pas mon projet voilà, qui est juste révolutionnaire et qui va aider tes abonnés. Toujours révolution. Franchement, c'est presque, toutes les semaines, on en reçoit. Alors toi, tu es sur la crypto, je suppose que tu es encore plus déjà que moi, j'en ai pas mal. Donc, je suppose que toi aussi, tu dois en avoir beaucoup comme ça. Donc, et clairement, on écrème, mais énormément parce que je pense qu'on vous respecte aussi la communauté. Est-ce que tu fais un peu de DeFi aussi? J'en ai fait pas mal. J'étais sur des protocoles, j'ai testé pas mal de choses, de staking, etc. J'en ai fait pas mal, mais aujourd'hui beaucoup moins. J'ai pas l'envie de m'impliquer plus que ça dans la DeFi parce que c'est vrai qu'il faut regarder pas mal de choses, faut s'interroger, faut aller voir justement tout ce qui est proposé sur telle blockchain, etc. Je farme pas les airdrops, je cherche pas le rendement par le staking. J'ai les seuls protocoles sur lesquels je suis rentré se sont effondrés littéralement en 2 ans. Donc, pareil, ça, c'est de la perte. C'est coupé et puis on passe à autre chose, quoi. Mais j'ai fait mon expérience en DeFi, ça m'a pas vraiment réussi. Donc, pour l'instant, comme je t'ai dit, je concentre un peu plus sur ce qui est stable, entre guillemets. En tout cas, ce qui bouge moins et ce qui demande moins d'énergie à gérer. Ok, ça marche. Du coup, qu'est-ce que tu vas faire de tes profits? En tout cas, quelle est ta stratégie de sortie aujourd'hui? Ouais, ma stratégie de sortie, elle est assez simple. Moi, je divise tout par 3 généralement. Okay. Et donc, 33%. Enfin, si je prends, par exemple, je sais pas, imaginons qu'on ait une jambe haussière incroyable et que on fasse tous des profits de fou cette année. Je pense pas que ça arrivera, honnêtement, mais je pense qu'il y aura une deuxième jambe haussière et peut-être on va retoucher la TH ou peut-être monter à 120 au niveau du BTC. Sur les positions que je vendrais en prise de profit, je divise tout par 3, c'est-à-dire que globalement, je conserve 33% de liquidité. Ensuite, je réserve 33% pour un futur DCA et je mets 33% sur Realty. Ça, c'est mon idée depuis des années. Je connais Realty depuis 2022 et bon, je pense qu'on en parlera après, mais effectivement, je pars dans l'immobilier tokenisé. Alors, si on y va, on y va. J'ai découvert Realty en 2021, ça fait très longtemps, 2022. Et je m'étais dit, waouh, c'est incroyable, c'est une véritable révolution. Je trouve ça génial qu'on puisse investir dans de l'immobilier à partir de $50. En sachant qu'à l'époque, j'y connaissais strictement rien en immobilier. Et aujourd'hui, c'est pas beaucoup mieux. Honnêtement, j'ai jamais acheté d'immobilier dans la pierre, etc. Et je m'étais dit, mais c'est génial, en fait, comme concept de pouvoir justement. J'imaginais déjà faire des gains, bull run, etc. Bon, bien sûr, j'étais un peu plus rêveur à l'époque que je le suis aujourd'hui. Mais je me suis dit, oh, super, si je fais x10 sur mon patrimoine crypto d'ici 3-4 ans, je mets tout sur Realty et je suis tranquille. Bon, dans la réalité, ça se passe pas comme ça. On en met petit à petit, etc. Et c'est vrai que bon, j'avais commencé à investir un petit peu sur Realty. J'avais fait la soirée à Paris, à Place de la Bastille, quand Jean-Marc et Rémy étaient venus rencontrer les investisseurs. Je venais à peine. On s'est croisés alors.
Peut-être, ouais, sûrement, on s'est Bah, j'y sûrement étais, hein. croisés. Ah, j'y Ouais. étais aussi, mais je commençais à peine à l'époque, c'était fin 2022, je crois. Je commençais à peine à investir justement sur Realty, j'avais acheté un petit peu, et j'avais un peu découvert justement ce monde-là ce soir-là, et j'avais discuté justement avec Rémi, avec Jean-Marc, et Jean-Marc m'avait dit, mais toi, tu fais quoi et tout. Je dis, ah, bah, je lance une petite chaîne YouTube, ça parle de crypto. J'avais quoi, 3000 abonnés, je crois, à l'époque. Ça avait pris un peu, justement, avec le Bull Run 2021, mais c'était encore petit. Et il me dit, ah, bah, attends, il faut que je te présente quelqu'un. Il m'avait présenté Robin. Ensuite, Robin m'avait dit, attends, je te donne le numéro de Johan. Et en fait, Realty, ça a été la première entreprise qui m'a proposé un partenariat aussi. Et donc, bah déjà pour ça, je suis reconnaissant à vie parce que quand tu as une première entreprise qui te propose justement un partenariat, bah ça touche déjà parce que ça veut dire que ces gens-là apprécient ton travail et croient à ton travail et te font confiance. Donc, il y a eu une petite relation comme ça qui s'est nouée un peu avec le temps. On a bossé un peu ensemble, pas énormément, parce qu'en plus le marché français est déjà très bah, c'est presque, je dirais pas 100% de la clientèle de Realty, mais en tout C'est cas, 50%, hein. au moins 50%. Donc c'est vrai qu'il y a même plus besoin aujourd'hui trop de faire de la com au niveau de la France parce qu'il y a tellement justement de Français que voilà, le marché il est déjà bien connu. Euh, et c'est vrai que j'ai gardé ce lien de sympathie avec Realty au fur et à mesure des années, même si aujourd'hui on travaille plus spécialement ensemble. Mais j'aime toujours beaucoup l'entreprise et je me suis toujours dit justement l'immobilier tokenisé, c'est en fait la suite logique quand tu cherches justement à couper un peu la volatilité et à assainir un peu ton patrimoine. Alors bien sûr, il y a des risques, c'est pas un investissement qui est sans risque, mais justement, Realty te permet de diversifier un petit peu, ça te permet d'acheter des propriétés à Détroit, à Cleveland, à Chicago, à Toledo, au Texas, enfin déjà un peu partout aux États-Unis, ça commence vraiment à évoluer de ce point-là, et aujourd'hui dans d'autres pays comme le Panama et la Colombie. Donc c'est vrai que pour moi c'est très intéressant parce que en plus, c'est un peu révolutionnaire. C'est-à-dire que Realty, je trouve que c'est les pionniers dans justement la tokenisation au sens large. Bon, pour l'instant, effectivement, la tokenisation immobilière, mais peut-être demain dans la tokenisation d'autres actifs, etc. Et c'est quelque chose qui est en train d'arriver avec les RWA. On voit, il y a des pays comme l'Arabie Saoudite, comme Dubaï, qui sont actuellement en train de lancer justement de l'immobilier tokenisé, en train de créer ça. Mais voilà, Realty, c'était là en 2019, ils ont commencé en 2019 et pour moi, c'est aujourd'hui complètement les pionniers et je pense qu'ils ont un bel avenir devant eux. C'est pour ça que je crois beaucoup en la boîte Realty. Et en plus, bon, moi, je connais un peu les fondateurs et on a la chance de les entendre parler toutes les semaines en fait et d'avoir des nouvelles, des mises à jour et je trouve ça tellement rassurant. Donc pour moi, c'est assez clair que oui, une partie de mon patrimoine va sur Realty de manière tout à fait logique. Et encore une fois, après, c'est un pari, peut-être que ça peut mal se passer, mais aujourd'hui, on a aussi des sécurités. En tant qu'investisseur, chaque propriété est une entreprise à part entière. Alors après, je ne connais pas vraiment les détails techniques de chaque propriété, mais on a justement des garanties, des sécurités. Et pour moi, effectivement, c'est assez sain justement de sortir des cryptos et de partir sur l'immobilier tokenisé. En tout cas, c'est mon idée depuis des années, c'est ce que je fais aujourd'hui. Bon, comme tu l'as dit, hein, tout investissement n'est pas Absolument. sans risque, hein, sinon même le livret A n'est pas sans risque, hein, surtout en Oui, ce moment avec livret A. surtout en ce moment avec les magnifiques déclarations de notre président adoré. Oui. Mais voilà, donc bien l'avoir en tête. Bon, tu étais déjà dans l'univers crypto, blockchain, mais est-ce que tu as eu quand même des freins, un certain scepticisme au début de quand tu t'es lancé dans Sur la crypto, l'aventure? sur Non, sur Realty. Realty, sur Realty. Ah, sur Realty? Mm. Pas vraiment, en vrai, c'est ça qui est assez troublant, c'est que j'ai tout de suite eu une bonne intuition autour de cette boîte et autour de l'énergie qui était véhiculée par Jean-Marc et Rémi. C'est tout un tas de paramètres, tu vois, la direction artistique, les maisons comme elles sont présentées sur le site, enfin, tu vois, plutôt les graphismes du site, etc., ce que ça représente. Et puis la communication, rien que le fait qu'il y ait des petites galères comme ça, qu'à chaque fois il y a des trucs qui sont repoussés, pour moi c'est très humain en fait, Realty comme boîte. C'est ça vraiment le truc qui me touche, c'est très humain et moi ça me plaît en fait. Je préfère justement des entrepreneurs comme ça qui nous disent droit dans les yeux, bon bah on voulait faire ça, mais en fait on n'a pas eu le temps ou alors on manque de moyens pour faire ça et tant pis. Que justement de pas savoir, d'être vraiment dans le flou et d'investir un peu comme ça à l'aveugle. Parce qu'effectivement, il y a d'autres, je me suis renseigné aussi sur d'autres entreprises que tu dois connaître parce que tu es spécialiste un peu là-dedans, mais où justement c'est un peu plus opaque, tu vois.
un peu moins de communication. Et je trouve que Realty a du charme dans le sens où même si justement des fois on n'a pas l'info ou ce sera dans 2 semaines, en 3 semaines, et en fait on n'a jamais C'est dans l'info. 6 mois C'est ou dans pour 6 mois un ou an des fois ou c'est un an. jamais. Ouais, c'est vrai. Mais il y a ce côté humain en fait qui me plaît bien dans l'approche des choses et qui, moi, paradoxalement, ça me rassure. Que quelqu'un voilà, dise bon, bah, on va peut-être faire ça et tout, mais on n'est pas sûr et finalement on passe à autre chose. Pour moi, je trouve ça très rassurant. Après, peut-être que je pense qu'il y a beaucoup de personnes que ça doit effrayer justement d'avoir ce genre de communication particulière un peu. Mais moi, j'aime bien, j'aime beaucoup et j'ai toujours adhéré globalement au message de Ritchie. Et puis, enfin, il y a d'autres exemples aussi, tu vois, avec le problème avec les 80 propriétés qu'il y a eu récemment sur Détroit, la prise en charge personnelle de la part de Rémi et Jean-Marc. Pour moi, ça, je trouve ça génial parce que, encore une fois, je trouve qu'ils n'étaient pas obligés. Ils auraient pu tout à fait laisser la responsabilité entre guillemets aux investisseurs et parce que, encore une fois, ça fait partie d'un investissement, donc c'est risqué. Et là, voilà, ce genre de geste comme ça, ce genre d'approche, ce genre de respect, en fait, tout simplement pour les investisseurs de Realty et les clients, du coup, par extension, je trouve ça vraiment super. Et c'est pour ça aujourd'hui, bon, je suis pas en train de faire une lettre d'amour à Realty, hein, il y a d'autres choses que j'aime dans la vie, mais en tout cas, oui, effectivement, j'aime beaucoup cette plateforme et c'est pour ça que je suis très près ce qui se passe. Finalement, je suis pas très impliqué dans la communauté à part entière, mais je suis vraiment de près ce qui se passe et de manière constante. C'est ma petite passion du moment, on va dire. Enfin, c'est une passion qui dure depuis longtemps quand même. Ok. Bon, c'est quand même, tu es la première personne que j'entends dire que tu aimes le site et pour son ergonomie et autres, Alors, ou son design. j'aime Parce le que, style, parce mais que ouais. le site des fois me fait vriller. Et ça fait des années que c'est comme ça, Ouais. mais bon, j'ai cru comprendre qu'il y avait quelques difficultés, etc. sur le site. Je trouve que ça fait un peu partie du charme, si tu vois. Ce côté galère, ce côté, t'es là, t'essayes d'acheter à 16h le vendredi une propriété, mais t'es là, t'es bloqué, le panier se valide jamais. Alors sur le coup, t'as envie de tout casser, hein. Mais je trouve que avec le recul, ça fait un peu partie du charme de Realty, tu vois. Ouais, ouais, ok, je comprends. Je comprends cette Les vision. gens vont me prendre pour un fou, c'est sûr. Non, non, mais le secou, ouais, bon, j'allais dire amateur, c'est loin d'être amateur, mais le côté un peu artisanal non plus, mais c'est le Ouais, côté, voilà, un peu. Ouais, mais ouais, au moins, c'est. t'as pas un site où pump qui pump partout et qui Oui. fait casino et qui, voilà, il est un Non, peu non, non. plus, bon, pour l'instant, un peu archaïque, faut dire, par Oui, rapport à d'autres où. c'est simple. Moi, ça me plaît aussi un peu cette simplicité quand tu arrives sur le site. Bon, l'ergonomie, on va pas en parler parce que c'est pas encore tout à fait au top, mais la simplicité, c'est surtout ça en fait. Tout à l'heure, je parlais de direction artistique et ça, je me suis un peu enflammé, mais c'est la manière dont dont les offres sont placées, etc. C'est sûr que des fois, bon, tu charges ton portfolio, tes maisons, elles arrivent jamais en fait, mais bon, je sais pas, ça fait partie du charme. J'aime bien moi en tout cas. Ok. Du coup, c'est quoi ta stratégie aujourd'hui sur Realty? Ma stratégie sur Realty, bah, c'est globalement une stratégie de patience, c'est-à-dire que j'achète des biens de plus en plus avec le temps. J'ai pas la volonté de les vendre, j'ai pas la volonté de faire de plus-value. C'est pour ça que sur le côté, quand Jean-Marc dit si on a une bonne opportunité de vendre, bon, ok, pourquoi pas. Moi, je suis pas très chaud parce que c'est pas mon idée. En fait, je tiens pas à revendre mes tokens plus cher. Moi, l'idée, c'est d'augmenter tout simplement ma rente mensuelle, par semaine ou annuelle, etc. Et de faire monter mon capital comme ça. Donc, en fait, il n'y a pas vraiment d'objectif. Alors, bien sûr, l'objectif, c'est d'en avoir le plus possible avec le temps. Mais parce que ça fait aussi partie de ma stratégie dont on a parlé au tout début, c'est-à-dire la tranquillité. Le jour où tu reçois des centaines ou des milliers d'euros en rente mensuelle, effectivement, bon, bah, tu es tranquille en fait. Tu as atteint ton indépendance financière, tu n'as plus besoin de t'inquiéter des factures, etc., de travailler. Bon, encore une fois, je pense qu'il y a peu de gens dans ma communauté et dans la tienne qui en sont à ce niveau-là. Mais oui, c'est l'idée aussi de voir un peu le patrimoine augmenter, de participer à quelque chose un peu d'innovant, de se dire ah bah tiens, j'ai acheté des maisons à Détroit alors que bon, t'es au fin fond de la France. Euh, mais oui, l'idée c'est ça, c'est globalement enfin, déjà c'est de dérisquer mon patrimoine en sortant un peu de la crypto et en allant un peu dans l'immobilier tokenisé et ensuite bah voilà de le faire monter petit à petit. Il y a pas d'urgence pour le moment à mettre des sommes de dingue dans Realty. Tu es plutôt du style collectionneur ou tu es plutôt du style sélectif? Euh, un peu des deux, je dirais. J'ai plein de paramètres qui rentrent en compte, bien sûr, quand j'achète de l'immobilier tokenisé sur Realty. Bien sûr, le rendement, le yield, j'ai l'impression que pour beaucoup, c'est le sacro-saint indicateur pour savoir si on achète une maison ou pas. Il y a qu'à voir
qu'aujourd'hui, on a toujours la maison à Houston qui est disponible. Mais il y a plein de choses. Il y a effectivement la ville, enfin l'endroit où le bien est. Par exemple, j'ai 58% de mon wallet qui est à Détroit, donc c'est pas mal. Donc c'est vrai qu'on ne sait jamais. C'est peu probable qu'il y ait un problème à Détroit, mais Détroit n'est pas, par exemple, c'est possible qu'il y ait des inondations à Détroit, puisqu'on a juste à côté une mer, je crois, ou un grand lac, je sais plus, je crois que c'est une mer. Mais en tout cas, oui, on n'est pas 100% certain qu'il n'y ait pas de problème. Donc effectivement, la diversification, c'est important pour moi aussi. C'est pour ça que j'ai acheté, par exemple, Houston récemment, même si le rendement est de 7%. Pourquoi? Parce que déjà, ça permet de se diversifier. Ensuite, ça permet également d'avoir des biens à Houston. Et Houston, quand tu regardes un petit peu justement ce qui se passe en termes d'économie, ça va plutôt bien. L'État du Texas, ça se passe plutôt pas mal. Donc pareil, dans une idée de prise de valeur, etc., c'est pas déconnant, je pense, sur le long terme. Mais sinon, oui, il y a pas vraiment... il n'y a pas une stratégie très précise avec tel type de bien, par exemple que des single family ou des multifamilies, etc. Non, actuellement, je suis dans une phase où justement, j'ai moins investi dans Realty quand c'était des CA crypto, etc., parce que ma priorité est ailleurs. Aujourd'hui, on a passé peut-être la première jambe haussière crypto, peut-être la fin du bull run, tout simplement, je ne le souhaite pas. Mais l'idée, effectivement, c'est de repartir un peu sur de la tokenisation immobilière plus stable. Et donc en ce moment, oui, je fais un peu mon petit marché. Je regarde aussi un peu sur le YAM. Honnêtement, je sais que sur le YAM, il y a des premiums. Par rapport au premium, j'ai un avis, je pense, un peu différent du tien. Je sais que toi, tu es un peu anti-premium très, très élevé ou quoi. Ça dépend un peu de la stratégie que tu as. Si tu as une stratégie de grand rendement, etc., comme certains ont, et sont prêts à mettre $80, 90 sur un token qui leur apporte 15 à 16%, ou même au-delà de 10, parce qu'en ce moment, c'est un peu ça sur le YAM. OK, chacun a sa stratégie finalement. Et encore une fois, le gars qui va mettre 100 € de son épargne chaque mois dans Realty, forcément qu'il aura une stratégie la plus efficace possible pour arriver à son objectif. Moi, je sors des cryptos qui étaient déjà extrêmement volatiles. J'ai vu partir des sommes. J'ai perdu des sommes. J'en ai gagné, j'en ai perdu. Enfin bref, c'était un peu la loterie, le casino. C'était très, très intense. J'ai moins de problèmes à acheter un premium un peu plus élevé, même si, encore une fois, bien sûr, dans ma stratégie, je ne fais pas n'importe quoi non plus. Et l'idée, c'est pas non plus de se ruiner pour avoir des rendements très forts. Mais je suis moins fermé à l'idée justement d'acheter des propriétés qui avaient un haut rendement à l'époque, parce qu'en plus, je suis dans une stratégie plutôt long terme sur Realty. Ok, bon, en effet, bon, c'est bien, Ouais. bon, on a la même vision là-dessus. Mais c'est intéressant, justement, Mais c'est intéressant d'avoir un avis différent. le problème, c'est clairement si les propriétés, bon, pour l'instant, elles sont pas trop revendues, on a eu qu'une, hein, mais si demain, Oui, tu perds. et même au-delà de revendre, enfin, typiquement le Jefferson qui a été détruit par le feu, aujourd'hui, l'assurance, elle va payer le prix à peu près, voilà, mais en fait, si vous aviez acheté Jefferson avec un premium, peut-être 6 mois avant, bon, aujourd'hui, vous avez perdu de l'argent. Ouais, c'est perdu. Ouais, c'est un risque. Après, c'est un risque. C'est pour ça que, pour l'instant, très honnêtement, j'achète pas les premiums, les 110, 115%, etc. Les seuls premiums que j'ai achetés, c'est que j'ai racheté des tokens que j'avais revendus en 2022 et dont j'étais whitelisté. Et, je me suis dit, bon, j'ai envie de les racheter pour un petit côté symbolique. Mais c'était vraiment un premium. C'était genre $52 par token. Donc, c'était pas énorme. Tu vois, ça va encore. Je reste sage pour le coup, mais après, je comprends les gens qui sont capables de passer le pas et d'acheter des premiums très chers pour justement une stratégie de rendement sur le long terme et un retour, même si bon, tu mets énormément de temps à rentabiliser ton investissement quand tu achètes sur le YAM des propriétés avec un gros premium. Ouais. Si y a un premium de 10% et que ton rendement après est à 10%, en fait, tu mets un an pour le rembourser. Hein, oui, c'est ça. Donc, techniquement, pendant un an, tu touches rien. Donc, ouais, c'est ça. Je pense encore une fois que ça dépend beaucoup des stratégies des gens et du capital qu'ils ont aussi à investir. Les gens qui ont, je sais pas, admettons, je sais pas, des gens qui ont fait des millions de crypto. Bon, c'est pas mon cas malheureusement, mais qui cherchent justement, tu vois, à stabiliser et qui justement découvrent l'investissement tokenisé, Realty. Ces gens-là, ils n'auront déjà pas la patience d'attendre les ventes tous les vendredis et de se prendre un râteau à 16h01 quand il n'y a plus de tokens. Ils vont aller sur le YAM, ils vont voir un premium certes, mais ils vont se dire tiens, ça 10% par an, bah tiens, c'est bon, je paye plus cher, mais j'ai mon rendement et mon argent entre guillemets est stabilisé. Donc c'est vrai que pour le coup, je comprends justement qu'il y ait une offre et une demande qui aille dans ce sens. Mais je pense que c'est pas du tout la majorité des investisseurs de Realty. Ouais, et puis même là, enfin, on a sur les 80 propriétés, on a en tout cas la chance qu'ils prennent ça à leur compte, mais comme tu l'as dit, et moi c'est ce que
j'ai un peu dit dans mes vidéos, c'est que pour moi, encore une fois, ça faisait partie du risque. Donc, on aurait dû être, nous, impactés. Bon, s'ils ont fait un autre choix, je les comprends aussi pour l'image de leur boîte. Mais encore une fois, voilà, vous aviez payé un premium. Bah, là, il y a certaines propriétés, pendant un an, elles ne vont pas être louées, il ne va pas avoir de loyer, techniquement, même si eux vont le payer. Bah voilà, vous étiez enfin, l'autre qui a rebrûlé là. Donc cette semaine, au moment où on fait la vidéo, donc Cadieux qui a brûlé, il y a plus que 3 appartements. Hein. On voit dans le feu quasiment tout l'immeuble, il est mort pendant un an, franchement. Bah voilà, enfin encore une fois, vous perdiez énormément. Voilà, donc il y a des risques, il faut bien l'avoir en. Et il y a des multi-risques aujourd'hui qu'on voit pas forcément. Donc il n'y a pas que la revente, il y a voilà, il y a les feux, il y a quand même peut y avoir des squats, peut y avoir, j'en sais rien, demain un ouragan qui enlève la baraque, hein, c'est aux États-Unis, hein, donc c'est beaucoup plus fréquent que nous en Europe. Inondation, on a vu là, Détroit, ça n'a pas trop touché nos propriétés apparemment, mais les canalisations qui ont tous fuité et d'un coup il a gelé le truc. Sincèrement, ça a dû tout faire péter. Et nos propriétés qui sont assez anciennes à Détroit, avec leurs vieilles canalisations, si tout pète, s'il faut tout refaire, sincèrement, enfin, il y a un risque. Donc, voilà. Bon, moi, je suis plus prudent sur cette chose-là, mais encore une fois, chacun fait selon son aversion au risque aussi. Comment toi, tu vois l'évolution de Realty? Plutôt, je la vois positive. Sinon, je n'investirais pas dans Realty. C'est vrai que je trouve que Realty, c'est très centré quand même autour des frères Jacobson et il y a vraiment cette idée que c'est eux en fait. Donc c'est vrai que je me dis le jour où je sais pas ils prennent leur retraite ou ils font autre chose ou je sais pas après je me dis comment peut vivre Realty sans les frères Jacobson. Alors après je crois que Jean-Marc on avait parlé dans un CC il y a quelques semaines où justement il expliquait qu'il y avait quand même une philosophie, etc. et qu'il y avait des gens qui étaient en train de s'implémenter dans Realty et de prendre un peu la philosophie pour être capable de faire la succession, mais qui n'arrivera pas tout de suite. Mais c'est vrai que ma seule crainte, c'est que c'est quand même très relié aux frères Jacobson. Mais bon, ce sont des gens qui travaillent énormément et qui ont une dévotion absolument dingue pour leur entreprise, qui croient dur comme fer, et ça, c'est vrai que c'est très agréable. Après, concernant l'évolution en elle-même, déjà, je m'attends à ce que Realty fasse une expansion un peu plus forte à l'étranger, alors pas en Europe, pas en France, pour des raisons bien que tout le monde doit bien comprendre, mais notamment un peu plus en Colombie. Je crois que Rémi parle du Middle East assez souvent. On en parlait en plus tout à l'heure, il y a des opportunités qui sont en train de s'ouvrir. Donc oui, je vois Realty s'élever dans les 5 prochaines années et proposer à ces token holders des propriétés un petit peu partout, même si encore une fois, ça va demander beaucoup de gestion, ça va demander de faire confiance à sûrement à des property managers dans tel ou tel pays. Aujourd'hui, à Détroit, ils sont en train de créer leur propre entreprise pour s'assurer que tout se passe bien, mais plus on va s'étendre dans le monde et plus ça va demander du travail, plus il va falloir recruter, donc ça va être des process aussi à mettre en place. Je pense que ça arrivera, peut-être pas aussi rapidement que les gens le souhaiteraient, parce qu'on parlait déjà justement en 2022 de l'Europe, par exemple. Je me rappelle qu'à cette fameuse ce meet-up Realty à Paris, on parlait de l'Europe, et or ça n'arrive pas et ça n'arrivera sans doute pas. Mais oui, je vois quand même une bonne expansion. Je vois pas ce qui pourrait freiner Realty dans les prochaines années. Pour moi, c'est quelque chose c'est une entreprise qui a su être innovant au bon moment. Aujourd'hui, quand on parle de Realty, on parle d'un pionnier de l'immobilier tokenisé. Alors bien sûr, il existe d'autres solutions, même si voilà, c'est un peu la genèse finalement d'un marché aussi, la tokenisation immobilière. Donc c'est pas facile aussi de se lancer aujourd'hui parce qu'en fonction de là où on se place, on a plus ou moins des contraintes. Par exemple, ouvrir de l'immobilier tokenisé en France, je ne sais pas si c'est possible, je ne sais pas si quelqu'un ose le faire, parce qu'en termes de réglementation, etc., c'est très compliqué. Mais oui, je vois donc un bon futur à Realty. Et après, ouais, je ne sais pas dans quoi ça peut situer. Je pense que dans 5 ans, on sera toujours, par exemple, sur de l'immobilier. Je ne pense pas qu'on tokenisera encore autre chose d'ici là, mais à voir. Ouais, je reste curieux et j'attends de voir ça avec grand plaisir. Alors, ouais, je suis d'accord. Enfin, je pense qu'en effet, il y a beaucoup de marchés qui vont s'ouvrir cette année. Ça, ils l'ont plus ou moins annoncé. Alors après, il y a eu des annonces par le passé qui ne se sont jamais faites. Donc, avant d'avoir Middle East, et on parle aussi, je crois, Indonésie et tout ça, parce qu'il y a des cadres favorables par rapport à tout ça. Bon, moi, je suis
Je suis pas pressé de ça. Alors, et de l'Europe, encore moins, franchement, aucun intérêt. Ou quoique peut-être certaines zones, peut-être Pologne ou Est, autres. Mais France, Allemagne, franchement, ça sert à rien du tout. Au UK, peut-être, ça peut être intéressant parce que ça reste un pays, même s'ils ont certaines difficultés, ça reste un pays anglo-saxon avec une culture business malgré tout. Je pense qu'ils s'en sortiront bien mieux et maintenant qu'ils sont plus dans l'Union européenne, ils s'en sortiront bien mieux que nous, Français. Mais après, moi, encore une fois, les États-Unis, c'est très, très grand. Et aujourd'hui, on est quand même peu diversifié par rapport aux États-Unis. Donc, voilà, on est bon, très Rose Belt, voilà, Détroit, Cleveland, Chicago. Et finalement, sur le sud, bon, ça commence, mais on est quand même très, très peu. Voilà, enfin, un peu de Texas, un peu de Alabama, Montgomery et tout. Et bon, Floride, on a 3 propriétés, voilà, où ça fait très, très longtemps qu'on n'en a pas eu. Mais il y a encore vraiment beaucoup, beaucoup de potentiel sur, voilà, sur d'autres zones aux États-Unis. Et moi, clairement, je, enfin, clairement, là, j'ai discuté récemment avec un agent immobilier aux États-Unis. Même lui, il propose des rendements plutôt en plus très intéressants dans d'autres zones. Enfin, voilà, il y a encore vraiment beaucoup de potentiel. Donc moi, je préférerais vraiment qu'il se développe à fond sur les États-Unis avant d'aller sur des marchés trop exotiques, même si c'est bien, hein, voilà. Mais voilà, la Colombie, c'est top avec ce que fait Phil Forscher. Mais clairement, avant, je préférais aller voilà, Mississippi, qu'on aille en Arizona, qu'on aille voilà, sur des zones comme ça. Bon, je ne veux pas aller en Californie parce que pour l'instant, c'est complètement de la merde. Mais voilà, franchement, ça peut être. Je pense qu'il y a quand même encore beaucoup de potentiel, clairement, aux États-Unis avant de faire ça. Et on va en parler après. Il y a d'autres plateformes qui se créent. Enfin, Middle East, Dubaï. Enfin, aujourd'hui, il y a 10 plateformes qui proposent déjà ces services-là. Donc, OK, bah, Realty va être une de plus. Voilà, aujourd'hui, malheureusement, ce service-là, il apporte rien. Enfin, il y a déjà d'autres plateformes. Alors, il y a la confiance qu'on apporte à Realty et la centralisation sur le site. Enfin, moi, justement, je préfère être diversifié. Donc, sur cette partie-là, pour moi, ça apporte rien du tout. Bali, enfin pas Bali, Indonésie, enfin si Bali d'ailleurs, et ça existe déjà aussi. Donc, moi, ça, voilà, il y a d'autres. Je trouve que c'est pas ce dont j'ai besoin. À la Colombie, j'avais personne. C'était les premiers, bravo. Mais donc C'est moi, vrai que je suis assez d'accord avec toi finalement. On parle beaucoup d'expansion, on attend beaucoup d'expansion, mais l'idée d'être leader finalement dans son propre pays et d'avoir justement des biens immobiliers un peu partout aux États-Unis, ça peut aussi être intéressant parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui attendent de l'expansion pour potentiellement avoir des yields assez importants, des 12, 15%, peut-être 20% dans certains pays émergents, mais bon, certes, les risques iront avec. Hein. les risques iront avec en fait, c'est ça. Et aujourd'hui, si on peut avoir un 10% de moyenne dans tous les États des États-Unis, avec justement des États comme le Texas où on est plus proche des 7, et des États où potentiellement on peut avoir des meilleurs deals, c'est peut-être plus intéressant effectivement de se focaliser sur les États-Unis plutôt que de chercher comme ça à s'étendre. Et qui dit encore une fois s'étendre et s'expandre dit beaucoup plus de process à mettre en place, dit trouver un référent par pays, par exemple comme Phil avec la Colombie. Alors que oui, effectivement, rester peut-être aux États-Unis et se focaliser aux États-Unis et proposer des biens des 50 États, pourquoi pas, ça peut potentiellement être une stratégie plus viable à long terme. Oui, et puis il ne faut pas s'arrêter. Enfin, clairement, encore une fois, l'agent immobilier, lui, il y a ses clients et autres. Il me disait clairement avec gestion, avec la gestion comprise, du 8-10%, même en Floride ou Mississippi, voilà, parce que c'est ces deux zones, sans problème, quoi, en fait. Donc, en fait, voilà, c'est possible et voilà, il faut s'ouvrir et accepter aussi des partenariats avec. Voilà, et on sait que les partenariats, c'est un peu dur aussi avec Riti, c'est un autre point, mais on va pas revenir dessus. Et aussi, alors, toi, tu as parlé de ça. Qu'est-ce que tu penserais si aujourd'hui, Realty, c'est de l'immobilier, mais si demain, on allait sur d'autres classes d'actifs tokenisés? Ça, c'est la bonne question parce que le cœur de Realty, ça reste l'immobilier quand même. Et le vrai risque à l'idée de faire autre chose que de l'immobilier, c'est de perdre un peu justement cette image, cette aura, on va dire, du pionnier de l'immobilier et de l'entreprise qui, quand on parle d'immobilier tokenisé, sait de quoi on parle et le fait efficacement. Si, je sais pas, demain, on tokenise, je sais pas, des bouteilles de vin, je donne un exemple au pif, ça me ferait un peu bizarre. D'un côté, je serais content parce que je me dirais, tiens, j'ai l'occasion d'investir dans une autre classe d'actifs et donc de diversifier au sein même de Realty, c'est-à-dire pas faire que de l'immobilier tokenisé. Mais d'un côté, je me dirais, c'est bizarre quand même d'acheter une bouteille de vin chez Realty, tu vois. Il faudrait, je pense, un temps d'adaptation. Il faudrait
des garanties, il faudrait de la compétence. Après, je sais pas si par exemple, je prends l'exemple du vin parce que je connais très bien l'entreprise Intercellar en France qui fait ça justement. Mais si demain Realty rachète Intercellar, bah, dans ce cas, on garde aussi la compétence entre guillemets de Intercellar et on développe entre guillemets la marque Realty à d'autres classes d'actifs. Si Realty fait une grande expansion, par exemple économique ou en termes de clients, et a les fonds pour racheter comme ça des entreprises de tokenisation dans d'autres secteurs et les intégrer finalement à la structure de Realty, là, on peut avoir quelque chose d'intéressant. Si demain Realty crée de lui-même finalement un processus de tokenisation d'autres actifs, là, je demanderais à être un peu plus prudent et je suivrai ça de très près parce que je ne sais pas si ça fonctionnerait très bien. Après, encore une fois, moi, je ne suis pas entrepreneur à ce niveau-là, donc je n'ai pas non plus les compétences, j'ai juste mon avis d'investisseur. Ouais, bah, moi je suis d'accord avec toi. Enfin, si en effet ils rachètent la société, bon, moi elle est intégrée, mais il y a toujours les compétences des personnes qui l'ont créée, voilà, et les employés. Après, ça peut être aussi un partenariat, ça peut arriver, mais bon, forcément, à un moment donné, tout le monde se prend sa petite com, hein, c'est logique aussi. Donc, bah, quitte à aller directement sur Intercellaire, quoi. Enfin, on aura... Oui, voilà. Voilà, évidemment, c'est logique aussi. Évidemment, chacun a sa spécialité. Ouais, non, c'est ça. Puis en plus, Rémi et Jean-Marc, ils font de l'immobilier depuis 30 et 40 ans, je crois, ou 20 et 30. Donc en fait, c'est leur cœur de métier depuis toujours, en fait. Avant même la tokenisation, avant même le minage de Bitcoin, etc. Ils étaient dans l'IMO. Donc c'est leur spécialité, en fait. Et donc Reti, pour moi, potentiellement, ça doit rester de l'immobilier, même s'ils peuvent partir sur d'autres choses. Si effectivement il y a une aspiration des compétences ou des partenariats ou des rachats, ça pourrait être intéressant. Ouais. Bon, à un moment, ils avaient parlé, c'était plus de la dette. Je crois qu'il y avait, Ah oui. c'était tombé à l'eau, mais bon, c'est ça. Après, voilà, on verra. Hein, Oui, on verra. Ouais, on verra. au Après, il y a moment où sûrement des choses plus facilement tokenisables que des bouteilles de vin, par exemple, et justement des choses qui se rapprochent un peu plus de l'administratif, comme de la dette ou autre. Oui, je pense que là, c'est moins violent en termes de différence. on verra au moment où sera publiée cette vidéo. Peut-être qu'il y aura eu des nouvelles. On verra. Est-ce qu'il y a d'autres projets de tokenisation? Alors, on vient de parler d'Intercellar, mais que tu suis, soit immobilier d'ailleurs ou pas, que tu suis ou dans lequel tu investis ou que tu es en ligne de mire? Pas vraiment, hormis Lingo dont on a parlé tout à l'heure, qui a une proposition de valeur assez particulière. Ondo Finance fait partie de mes lignes en crypto. Donc, je crois en la tokenisation au sens large, depuis longtemps d'ailleurs. Mais pour l'instant, j'ai pas spécialement, j'ai pas d'autres investissements dans la tokenisation. Je regarde un petit peu ce qui se fait. Je regarde notamment aussi les concurrents de Ritchie. Je regarde un peu tout ce qui se fait, on va dire, en termes de tokenisation, mais pour l'instant, je suis pas totalement convaincu de ce que je vois. J'ai pas assez de garantie, on va dire, pour allouer du capital dans certaines entreprises, même si je suis pas fermé à l'idée de totalement basculer de façon en revenu passif, entre guillemets, plutôt que d'être toujours sujet à la volatilité avec le temps. Et potentiellement, ce sera sain, justement, de diversifier aussi sur les plateformes et pas rester que sur Realty. Par exemple, toi, je pense que c'est ce que tu fais avec toutes les plateformes que tu présentes chaque semaine dans le journal. On essaye. Par exemple, on va citer Atoa, donc qui est en France. Qu'est-ce qui aujourd'hui te gêne sur Atoa? Parce que tu parles sécurité, pour le coup, ils ont un contrat quand même assez béton, assez sécurité, mais qu'est-ce qui te gêne là-dessus? J'ai une petite idée. Mais... Ouais, je pense que c'est parce que c'est en France. Voilà. J'ai du mal avec tout ce qui est institutions, réglementation, administratif. En fait, j'ai atteint un trop plein, je pense, et comme beaucoup, je pense là, en plus, on est dans une époque un peu chamboulée. En France, on a des craintes par rapport à notre futur, on nous parle de guerre, etc. Moi, j'ai fait c'est la goutte de trop en fait avec la France, tu vois, je peux plus en fait, et donc tout ce qui se rapproche aujourd'hui à la France, je suis désolé pour tous les patriotes qui nous écoutent. J'ai moi-même beaucoup aimé mon pays pendant des années, mais aujourd'hui j'en suis très lassé et je veux plus mettre 1 euro dans quoi que ce soit français, à part Air Liquide, mais c'est plus international. Et après, c'est pas bon, on dérive un peu, mais pour moi, c'est un sujet important. C'est pas parce qu'on quitte la France qu'on n'est pas patriote. Absolument. Et au contraire, sincèrement, c'est parce que limite on aime la France et qu'on veut peut-être pas la voir aussi dans cet état-là, Ouais, et ça peut-être fait faire mal. autre chose qu'on quitte la France, parce qu'aujourd'hui j'entends certains qui disent ouais, mais enfin en gros limite lâche ou autre. Enfin en fait,
Toi, tu restes, enfin, désolé, mais bon, voilà, je vais dériver parce que franchement, c'est un Non, sujet et on peut. puis je vais en parler de plus en plus sur la chaîne aussi et peut-être sur une autre, on verra. Mais enfin, en fait, les personnes qui disent ça, qu'est-ce que vous faites de plus, quoi? Vous entretenez le Mm, système et le système qui est en train de s'effondrer, en fait. Enfin, mm. les gens ne font rien, ok? Il y a toute la partie. Il y en a certaines qui se battent, mais aujourd'hui, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Enfin, franchement, ils sont en train de se battre avec des pailles, là, tac, tac. Enfin, franchement, il se passe rien du tout. Le système, malgré tout, il est bloqué, il est un peu gangréné. Et on sait très bien que la seule solution aujourd'hui, c'est que ça touche le fond de la piscine. Et là, on pourra rebondir. Et là, ce sera avec plaisir. Mais aujourd'hui, sincèrement, voilà, moi, je pense pas que. Et j'ai pas envie de m'effondrer avec le paquebot au fond de Ouais, la c'est mer. ça. Voilà, c'est désolé, mais voilà. Ouais, puis Donc, aujourd'hui, c'est difficile, tu vois, quand tu es entrepreneur en France, c'est de plus en plus difficile. Alors, quand tu as des cryptos, c'est hyper compliqué parce que voilà, tout va être tracé, tout va être suivi. J'ai peur qu'à terme, en France, tu sois déclaré coupable juste d'avoir des cryptos, même sans se passer par des mixeurs, sans avoir du Monero, etc. Qu'aujourd'hui, on te dise, ah, toi là-bas, vilain, tu as des cryptos, ou toi là-bas, vilain, tu es entrepreneur, tu veux pas être dans le moule du salariat, etc. Enfin, aujourd'hui, il y a plein de petites choses qui me dérangent en fait dans la mentalité ici. Et encore une fois, ça n'a rien à voir avec justement une expatriation fiscale ou autre. Moi, je m'en fous, j'ai toujours payé mes impôts en France, j'ai toujours trouvé ça normal et j'ai toujours trouvé ça bien. Mais il y a plein de petits problèmes comme ça, administratifs, réglementaires. Et puis l'ambiance, en fait. Aujourd'hui, on parle de guerre avec la Russie. Enfin, je veux dire, pour moi, c'est impossible. Je veux dire, je peux pas adhérer en fait à ce genre de discours et je veux même regardez les pas médias être là. étrangers de temps en temps, hein. Il n'y a qu'en Absolument. France, hein. Enfin, c'est que là, en France, vraiment. Et même dans toute l'Europe, il y a des zones en Europe, ils n'en parlent pas de ça, hein. Ils s'en foutent, hein. Enfin, ça n'existe pas, Il hein. n'y a que chez nous que ça existe, C'est à la cette guerre sixième avec la page Russie. du journal où on parle de ça. Enfin, le but, Et c'est une question de peur, enfin, de faire peur, voilà, taxer ton épargne, machin, ouais, et pour te prendre encore plus. Enfin, désolé d'être alarmiste, et je sais très bien qu'il y en a plein qui ne seront pas d'accord. Et vous avez le droit, vous êtes libre, encore une fois. C'est le but de la chaîne. Chacun est libre de penser ce qu'il veut, avec plaisir. Et si vous voulez mettre en commentaire, voilà, que, voilà, que vous n'êtes pas d'accord, avec plaisir, et on pourra débattre, ça me fera plaisir. Mais voilà, en tout cas, je pense que c'est notre vision et je trouve que ça va pas dans le bon sens. Et alors, je sais pas si tu t'es pas demandé si tu avais des enfants ou pas, mais perso, voilà, j'ai des enfants et j'ai pas envie que mes enfants aujourd'hui grandissent dans cette mentalité et c'est mon rôle de père aussi. Pour moi, en tout cas, j'ai l'impression que c'est ce que je vais faire, de les protéger et voilà, les emmenant ailleurs, voilà, avec une autre mentalité, une ouverture d'esprit aussi, c'est important. Enfin, s'ouvrir au monde. Moi, j'ai eu la chance dans ma vie de beaucoup voyager, de vivre à l'étranger et tout, et je vais offrir ça aussi à mes enfants. Et voilà, je pense que c'est très important aussi. il y a un climat qui est très anxiogène en ce moment et c'est vrai que les gens qui partent, les gens qui veulent quitter le pays, on pourrait être taxé de lâche ou de fuyard, et ça. J'ai aucun problème avec ça. En vérité, j'ai aucun problème avec ça. Je fais le choix délibéré de partir et de dire l'environnement dans lequel je vis actuellement ne me plaît plus. Avant, il me plaisait, pas de problème. Aujourd'hui, il me plaît plus, donc je pars et partez avec moi, en fait, les gars, parce que vraiment, je vois pas un futur radieux, malheureusement, et surtout économiquement parlant. Quand on voit aujourd'hui le poids de la dette en France, quand on voit un petit peu ce qui se passe, quand on voit les solutions qui essaient d'être trouvées, quand on voit le clivage politique qui existe en France, avec la séparation en trois camps bien distincts, et l'impossibilité quasiment d'avoir un gouvernement stable sur le temps, c'est pas quelque chose auquel je veux participer. C'est-à-dire que je pourrais très bien rentrer dans la bataille et dire tiens, je choisis tel camp, je vais donner mon énergie pour ça. Or, c'est pas du tout ma philosophie, et j'en parlais juste en l'introduction de cette interview. Moi, je suis dans la philosophie de la tranquillité et d'essayer d'avoir la vie la plus douce possible. Donc, malheureusement, je peux plus vivre en France si je veux avoir la vie la plus douce possible, et ça me rend triste parce que j'aurais bien aimé qu'on n'ait pas cette évolution finalement dans ce pays et dans l'Europe et dans plein de pays du monde. Attention, je jette pas la pierre qu'en France, c'est le bordel dans le monde entier. Et c'est triste, mais c'est comme ça, malheureusement. Et je n'ai pas l'énergie de lutter de faire des révolutions, etc. sur les réseaux. C'est pas du tout mon rôle. Moi, j'ai choisi ma mission et je la fais, tu vois. Et j'ai choisi aussi de partir. Peut-être que moi, je le ferai sur les réseaux, mais une fois que je serai. Je pense que c'est très énergivore. Parce que je Ah, connais c'est justement des gens complètement. qui ont des mêmes. Moi, en plus, je suis très apolitique. Je suis très blasé un peu du système. Je veux juste me barrer, en fait, et être tranquille, tu vois. Mais il y a des gens justement qui sont marqués politiquement et qui en font un cheval de bataille. Et d'ailleurs, j'ai des proches ou des gens que je connais dans mon entourage qui sont comme ça. Et en fait, je n'aimerais pas être comme eux parce que c'est extrêmement chronophage, c'est énergivore. Et c'est pas du tout la vie que je veux mener. Je veux pas une vie de combat. Je veux une vie de douceur et de tranquillité. Tu vois, c'est encore une fois pour ça que je passe de la crypto à l'immobilier tokenisé. Ça représente bien finalement ma philosophie.
Mais moi, je suis un rebelle libre et Ouais. le R à la fin n'est pas Mhm. pour rien. Ouais, C'est voilà. ouais. Ça veut dire ce que ça veut dire. Le R, voilà, vous le savez maintenant. Le R à la base, c'est plus rebelle. Ok. On va parler de ta chaîne, parce qu'il ne Ouais. reste plus beaucoup de temps. Euh, Pourquoi tu t'es lancé dans l'aventure YouTube? Euh, Ça remonte à 2018, donc ça fait déjà un moment. À l'époque, j'avais fini mes études et j'avais pas d'objectif dans la vie. C'est-à-dire que je trouvais, je m'étais trouvé un petit CDI au début qui était un peu pépère, et ensuite qui s'est compliqué, on va dire. Mais je me disais, j'ai plus d'objectifs, parce que moi j'ai toujours tourné aux objectifs vraiment depuis que je suis enfant presque. Je voulais monter un peu les échelles sociales, mais à l'époque, enfin, je pensais que ça passait par les études jusqu'à mes 25 ans, puis après je pensais que ça passait par le salariat et monter comme ça. Aujourd'hui, je trouve que ça passe juste par la tranquillité et le fait de mettre en place certaines choses. Et à l'époque, je manquais d'objectifs, je m'étais dit, bon, et si je faisais une chaîne YouTube, c'est vrai que je consommais des vidéos YouTube beaucoup. Je savais juste pas vraiment de quoi parler. C'est venu assez naturellement. Alors au début, mes vidéos étaient complètement nulles. J'avais une diction qui était terrible. J'ai fait, comme toi, un vrai glow-up en termes de compétences et en termes de qualité, et ça a bien fonctionné. J'ai pris le pari, par exemple, à l'époque, d'acheter une caméra hyper haut de gamme dès le départ, alors que j'avais pas les compétences de vidéo, pour amener de la qualité dans la forme plutôt que dans le fond. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais la blouse, c'est tout un tas de petits tips que je m'étais mis en place. Et ça a marché, les gens sont intéressés. J'ai commencé à avoir des milliers d'abonnés sur certaines chaînes, voire des dizaines sur d'autres. Et je commençais comme ça à créer des communautés. Et c'est comme ça finalement que tout s'est lié. Et aujourd'hui, ma chaîne YouTube, c'est un plaisir. Alors, il n'y a absolument rien de professionnel, hein, je la monétise pas. Alors, je fais un peu de coaching, un peu de formation comme ça, à droite, à gauche, et je me sers un peu de mon audience pour attirer des clients, mais c'est pas non plus, c'est pas, genre, je vis absolument pas de ma chaîne YouTube, et ça n'a jamais été le cas, et ça ne sera sans doute jamais le cas. C'est plus un plaisir, en fait, au quotidien. Et un soutien aussi parfois quand on fait des vidéos et qu'on a des commentaires extrêmement sympathiques. Ça fait plaisir. Bon, parfois on a des commentaires qui sont pas sympathiques et là ça fait un peu moins plaisir. Heureusement sur YouTube, et vous le saurez peut-être si jamais vous aimez mettre des commentaires négatifs, on a une fonctionnalité qui s'appelle masquer l'utilisateur dans les commentaires. Donc on n'a pas besoin de bloquer, on masque les gens qui sont vraiment très très chiants. Tu sais. Généralement les gens qui ont un avis contraire, je le laisse, il n'y a pas de problème, ça fait du débat. Les gens qui sont soit très insultants, soit très chiants, juste on les masque et comme ça ils peuvent écrire tous les commentaires qu'on veut, on les voit plus, quoi, ils n'existent plus. Donc ça c'est plutôt cool. C'est un petit tip qui est plutôt sympa pour les créateurs, mais globalement sinon c'est que du plaisir, que de la confiance, qu'un aspect communautaire assez sympa, que des messages reçus. Merci, grâce à toi j'ai pas perdu d'argent par exemple pour la crypto notamment. Euh, et l'idée, j'avoue que j'ai eu l'idée de vivre de YouTube dans les années justement 2020-2021, quand j'étais en phase un peu de remise de burn-out, je savais pas trop où j'allais, je me dis il faut que je fasse autre chose, en fait, le salariat c'est pas fait pour moi. Mais en fait, vivre de YouTube c'est extrêmement difficile. Faut vraiment faire des millions de vues par mois, euh, et encore ça reste, enfin, même si tu fais des millions de vues par mois, etc., il faut entretenir la machine, et il faut faire en sorte que ça fonctionne tous les mois comme ça pour pouvoir espérer en vivre. Et c'est pas du tout, c'est pas un business model qui est viable, etc. J'ai fait quelques. C'est pas YouTube qui paye. Enfin, C'est clairement, ça. YouTube lui-même, Non, ça paye vraiment rien du tout, quoi. Les rien pubs, du les tout. Ouais. machins, c'est assez ridicule, quoi. Tu peux faire quelques partenariats de ci, de là, mais souvent ce ne sont pas des partenariats long terme. C'est pareil, il n'y a pas de contrat de 2 ans de partenariat. C'est une petite vidéo de temps en temps. Ça met un peu de beurre dans les épinards, mais c'est pareil. Ça, une fois que tu payes l'URSSAF dessus et les impôts, c'est divisé tout de suite par 3. Donc, c'est très compliqué d'être créateur de contenu aujourd'hui et d'en vivre. C'est plus une activité de side. Enfin, voilà, un petit peu avec des souscriptions. Par exemple, ton modèle économique est très sympa, de dire les gens qui soutiennent la chaîne reçoivent une analyse détaillée. Ça, c'est plutôt cool. Moi, voilà, je fais un peu de formation, j'ai fait un peu de coaching. C'est vrai que c'est toujours sympa d'avoir quelques petits sous en plus. Ça nous permet d'acheter d'autres maisons sur Realty. Ouais, voilà. Ou en tout cas, revivre. Perso, je vais commencer à en partie en vie, bien sûr, pas que de ça, parce que sinon, ça va être un peu complexe. Qu'est-ce que. T'as combien de chaînes aujourd'hui, d'ailleurs? J'ai 3 chaînes. Ok. Qui parlent donc une de crypto, on l'a compris. Ouais, une de crypto, une de sport et une que je suis en train de rebrander, on va dire,
C'est une qui parlait de à peu près tout, en fait. Je faisais des formats, je parlais de sport, de jeux vidéo, etc. C'était un peu fourre-tout, donc c'était un peu bordélique parce que les gens qui s'intéressaient par exemple au sport s'y retrouvaient pas quand je parlais d'histoire, parce que je parlais aussi un peu d'histoire. Bref, c'était vraiment une chaîne fourre-tout. Aujourd'hui, cette chaîne, je suis en train de la rebrander et j'ai envie de créer une chaîne où je parle justement un peu de mindset, de good vibe dans l'entrepreneuriat, dans l'investissement, etc., mais sans passer par le cliché, tu sais, des vendeurs de rêves, slash motivation, les mecs en costard et tout. J'aimerais bien créer une chaîne YouTube où je parle à une certaine jeunesse aujourd'hui que je trouve un peu perdue, sans repères, etc. Et j'aimerais apporter mon expérience aux gens qui ont 10 ans de moins que moi, ou 15 ans, et qui sont un peu paumés, et j'aimerais pouvoir leur dire est-ce que tu as essayé de regarder ça? Est-ce que tu as essayé de penser à ça, etc. À voir. Pour l'instant, c'est au stade de la réflexion, mais j'aimerais bien lancer ça dans l'année. Ouais. Ok, bon bah très clair. Bon bah je pense qu'on a fait le tour au global. Franchement, merci Avec pour plaisir, en tout c'était cas très ton cool. temps, le temps encore une fois, et la denrée qu'on a le plus rare et le plus important Ouais. qu'on ait chacun. Donc merci de nous avoir accordé ce temps à tous. Est-ce que tu as un mot de la fin, peut-être pour peut-être des néophytes, des nouveaux dans l'univers crypto et autres blockchain ou investissement en général? Euh, J'aurais un mot de la fin à dire pour ceux qui ont des espérances de folie en crypto. Mon seul conseil, c'est revoyez vos rêves à la baisse. Ça vous fera du bien et vous gagnerez du temps. Ok, bon bah, merci du coup pour ces mots de la fin. Et du coup, je mettrai tout en description derrière, donc ton lien de ta chaîne, de tes chaînes d'ailleurs, tu me donneras Ouais, tout pourquoi pas. et on mettra tout en description. Et du coup, nous, on se voit dans une prochaine vidéo. Allez, ciao.